Dans un monde où tout change à une vitesse vertigineuse, il existe pourtant des vérités qui restent intemporelles. Peu importe l'époque, les circonstances ou les défis que vous rencontrez, il y a des compétences fondamentales que chaque homme doit maîtriser pour faire face aux épreuves de la vie. Aujourd'hui, plus que jamais, nous traversons une période où beaucoup se sentent fragilisés, incertains de leur avenir, et parfois même démunis face aux obstacles qui se dressent devant eux. Peut-être que vous-même, en regardant cette vidéo, ressentez un besoin urgent de retrouver votre force intérieure, de mieux vous armer pour affronter les adversités et de trouver une direction claire dans ce chaos ambiant. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Cette vidéo n'a pas pour but de créer des divisions ou d'alimenter des controverses. Bien au contraire, nous sommes ici pour vous donner des outils concrets, pour vous aider à vous renforcer, à vous réapproprier votre pouvoir personnel et à vous accompagner sur le chemin de l'autonomie. À travers les âges, certaines compétences se sont révélées être des piliers, des fondations sur lesquelles les hommes ont bâti leur résilience et leur succès. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est un voyage à travers cette compétence essentielle qui, non seulement, ont résisté à l'épreuve du temps, mais qui sont peut-être plus cruciales aujourd'hui que jamais. Nous allons explorer ensemble des aptitudes qui vous permettront de surmonter les défis les plus complexes, de rester ancré dans vos valeurs et de naviguer dans ce monde moderne avec assurance. Ces compétences ne sont pas simplement des notions abstraites. Elles ont le pouvoir de transformer votre quotidien, d'améliorer vos relations, de renforcer votre confiance en vous et de vous préparer à faire face à toutes les épreuves que la vie pourrait vous réserver. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'une feuille de route, d'une boussole pour vous guider à travers les défis personnels et professionnels que vous rencontrez? Cette vidéo est là pour vous fournir ces repères, pour vous rappeler que malgré l'incertitude, vous avez la capacité de maîtriser votre destin. Ce que vous allez découvrir dans les minutes à venir pourrait bien être le point de départ d'une transformation profonde. Alors, ne quittez pas cette vidéo. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque minute que vous passerez ici vous rapprochera de cette version plus forte, plus résiliente et plus confiante de vous-même. Chez Sagesse en Évolution, notre mission est de vous accompagner dans cette quête d'amélioration continue. Nous croyons fermement que la sagesse, couplée à l'action, est la clé pour évoluer et surmonter les défis que la vie nous impose. Si vous êtes prêt à franchir une nouvelle étape vers la maîtrise de ces compétences, nous vous invitons à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Ensemble, nous allons décortiquer ces 7 compétences, étape par étape, pour vous donner les outils nécessaires afin de transformer votre vie. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la clé du changement que vous attendiez. Compétence 1, désamorcer les conflits. La capacité à désamorcer les conflits est l'une des compétences les plus précieuses que l'on puisse posséder dans un monde où les tensions et les désaccords sont inévitables. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit au travail, en famille ou dans les relations sociales, les conflits surgissent, souvent de manière imprévisible. Ce qui distingue les personnes capables de naviguer habilement dans ces moments difficiles, c'est leur capacité à identifier les signes précoces de tension et à agir avant que la situation ne dégénère. Savoir désamorcer un conflit n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un acte de maîtrise de soi et d'intelligence émotionnelle. C'est la marque d'un véritable leader. Dans notre société moderne, il est facile de réagir de manière impulsive, surtout lorsque les émotions sont en jeu. Les désaccords peuvent rapidement s'envenimer si l'on répond avec hostilité ou défensivement. En revanche, celui qui sait désamorcer les conflits a appris à ne pas laisser ses émotions le submerger. Il comprend que réagir avec colère ou frustration ne fait qu'alimenter la flamme, transformant ce qui pourrait être une simple divergence d'opinion en un conflit destructeur. Au lieu de cela, il privilégie une approche basée sur la diplomatie et la communication assertive. Mais comment faire cela concrètement? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Tout commence par la prise de conscience des signaux subtils qui annoncent un conflit. Dans une conversation tendue, ces signaux peuvent se manifester de diverses manières. Un changement dans le ton de la voix, une posture plus rigide,
un langage corporel fermé ou même un regard détourné. Par exemple, au travail, vous pourriez remarquer qu'un collègue, d'habitude calme et posé, devient plus nerveux ou commence à interrompre les autres. Ce sont des signes que quelque chose ne va pas, que la tension monte. C'est ici que réside la première étape du désamorçage. La reconnaissance de la situation avant qu'elle ne prenne une tournure incontrôlable. Mais identifier ces signes n'est que la première partie du processus. L'étape suivante consiste à écouter activement. L'écoute active est un outil puissant qui permet de désamorcer les tensions avant même qu'elles ne deviennent des conflits. Contrairement à une écoute passive, qui se limite à entendre les mots, l'écoute active implique de prêter attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions et aux intentions qui se cachent derrière. Un exemple courant est celui d'une dispute familiale. Un adolescent, par exemple, peut exprimer sa frustration de manière agressive, mais ce qu'il ressent réellement est peut-être un sentiment d'incompréhension ou de manque de soutien. L'écoute active consiste à reconnaître ces émotions sous-jacentes et à répondre à ce qu'elles signifient réellement, et non seulement à ce qui est dit. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas répondre immédiatement. Souvent, notre première réaction est de nous défendre, d'attaquer ou de justifier notre propre point de vue. Cependant, pour désamorcer un conflit, il est primordial de prendre un pas de recul et de se donner le temps de réfléchir à la situation dans son ensemble. Le stoïcien apprend à ne pas réagir sous l'impulsion, mais à contrôler ses émotions. Comme le disait Sénèque, celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui est maître du monde. Il s'agit ici de cultiver cette maîtrise intérieure, de ne pas être emporté par la tempête des émotions, mais de rester ancré et calme, même lorsque tout semble bouillonner autour de nous. Une fois que l'on a écouté et compris les différents points de vue, trouver un terrain d'entente devient la priorité. Cela ne signifie pas que vous devez toujours vous soumettre ou abandonner vos propres convictions. Il s'agit plutôt de chercher un compromis ou une solution qui respecte les préoccupations de toutes les parties impliquées. Cette approche constructive transforme ce qui aurait pu être un conflit destructeur en une opportunité de dialogue et de coopération. Prenons l'exemple d'un lieu de travail où deux collègues sont en désaccord sur la manière d'aborder un projet. Plutôt que de permettre au conflit de dégénérer en rivalité, le leader naturel interviendra pour faciliter la communication en identifiant les points communs et en proposant des solutions qui profitent à tous. Ce type de gestion de conflit n'est pas seulement bénéfique pour résoudre des situations tendues, mais il crée également un climat de confiance et de respect. L'un des aspects les plus fascinants de cette compétence est qu'elle renforce la perception de leadership. Ceux qui savent gérer les conflits de manière efficace sont souvent perçus comme des piliers de stabilité. Ils sont capables de maintenir l'ordre, de calmer les situations stressantes et d'inspirer confiance à ceux qui les entourent. Un leader n'est pas simplement celui qui donne des ordres ou qui commande, mais celui qui sait maintenir l'harmonie au sein de son groupe, même dans les moments de crise. Cela peut se manifester dans n'importe quel contexte, que ce soit dans une réunion de famille, dans un environnement professionnel ou même dans des interactions sociales. Désamorcer un conflit ne signifie pas être passif ou éviter les problèmes. Au contraire, il s'agit de faire preuve de courage, d'intelligence émotionnelle et de savoir quand agir. La personne capable de désamorcer un conflit comprend qu'il ne s'agit pas de gagner une dispute, mais plutôt de préserver la relation et d'éviter des escalades inutiles. Cette compétence exige de la patience, de l'humilité et une profonde compréhension des dynamiques humaines. Elle nous rappelle que, parfois, la plus grande victoire dans un conflit est celle où il n'y a pas de perdant. Un autre aspect essentiel de cette compétence est qu'elle permet de développer une meilleure compréhension de soi-même. En apprenant à désamorcer les conflits, on prend également conscience de ses propres déclencheurs émotionnels. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir sur la défensive ? En identifiant ces déclencheurs, vous pouvez mieux vous préparer à les gérer la prochaine fois que vous serez confronté à une situation tendue. De plus, en prenant l'habitude de gérer les conflits avec calme et diplomatie, vous renforcez votre propre résilience émotionnelle,
un atout inestimable dans toutes les sphères de la vie. Enfin, il est important de souligner que la capacité à désamorcer les conflits n'est pas innée. Elle se développe avec le temps, grâce à l'expérience et à la pratique. Chaque conflit que vous rencontrez est une occasion d'affiner cette compétence, de mieux comprendre les dynamiques humaines et d'apprendre à réagir avec sagesse. Il ne s'agit pas de devenir un médiateur professionnel, mais simplement d'apprendre à gérer les situations difficiles de manière constructive pour vous-même et pour les autres. En résumé, désamorcer un conflit est bien plus qu'une simple réaction à une situation tendue. C'est une démonstration de maîtrise de soi, d'écoute et de leadership. Cela demande une attention consciente aux signaux subtils, une écoute active et la volonté de chercher des solutions qui préservent les relations. En cultivant cette compétence, vous devenez non seulement un meilleur communicant, mais aussi un modèle pour les autres, un leader capable de transformer les conflits en opportunités de dialogue et de croissance. Compétence 2, avoir une présence forte. Avoir une présence forte est une compétence souvent sous-estimée, mais qui peut faire toute la différence dans la manière dont vous êtes perçu, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Il existe des personnes qui, dès qu'elles entrent dans une pièce, attirent naturellement l'attention sans avoir besoin de prononcer un seul mot. Ce phénomène ne repose ni sur l'apparence physique, ni sur un statut social élevé, mais sur une force intérieure qui se reflète à travers la posture, le langage corporel et l'attitude générale. Il ne s'agit pas d'intimider ou d'impressionner par la force, mais de dégager une confiance calme et authentique. Mais qu'est-ce qui constitue cette présence? Comment quelqu'un peut-il dégager une telle assurance sans dire un mot? La clé réside dans la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Une présence forte ne peut être simulée. Elle est le résultat d'un alignement entre votre confiance intérieure et votre comportement extérieur. Cela signifie que vous devez, avant tout, être authentique, en accord avec vous-même et vos valeurs. Vous ne pouvez pas dégager une présence véritable si vous prétendez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Prenons un exemple simple. Imaginez une salle de réunion où tout le monde parle à voix haute, s'exprimant avec animation. Puis, soudainement, une personne entre dans la pièce, calme, sûre d'elle. Elle ne dit rien, mais immédiatement, les regards se tournent vers elle. Ce n'est pas la hauteur de sa voix ou ses gestes qui attirent l'attention, mais l'énergie qu'elle dégage. Cette personne a probablement appris à maîtriser son langage corporel, à marcher avec confiance, à maintenir un contact visuel fort mais respectueux. Tout cela contribue à cette aura de présence. C'est cette même énergie qui pousse les autres à se taire un instant et à prêter attention. Cette forme de présence ne se crée pas du jour au lendemain. C'est le fruit de nombreuses petites habitudes accumulées au fil du temps. Par exemple, une poignée de main ferme et confiante peut en dire long sur une personne. Elle montre que vous êtes sûr de vous et que vous savez qui vous êtes. De même, un regard franc et direct est un puissant outil de communication non verbale. Il ne s'agit pas de fixer quelqu'un pour l'intimider, mais de montrer que vous êtes pleinement présent dans l'instant, que vous êtes attentif et engagé. L'authenticité est l'un des piliers fondamentaux d'une forte présence. Vous pouvez essayer d'adopter certaines postures, d'ajuster votre langage corporel, mais si vous n'êtes pas authentique, les gens le sentiront. Nous avons tous une intuition naturelle qui nous permet de détecter quand quelqu'un n'est pas sincère. Ceux qui tentent de simuler une présence forte en exagérant leurs gestes ou en essayant de dominer la conversation par la force finissent souvent par se trahir. Les autres ressentent cette dissonance et perdent rapidement le respect pour eux. À l'inverse, une personne authentique, qui ne cherche pas à se montrer plus grande qu'elle ne l'est, dégage naturellement une énergie apaisante et respectueuse. Une forte présence ne se limite pas à être perçue comme un leader. C'est aussi être perçu comme quelqu'un sur qui l'on peut compter. Quelqu'un qui, par son calme et sa stabilité, inspire confiance aux autres. Imaginez un capitaine de navire en pleine tempête. Ce qui rassure l'équipage, ce n'est pas un discours bruyant ou autoritaire, mais le calme tranquille avec lequel le capitaine gère la situation.
Sa capacité à rester serein, à évaluer la situation sans paniquer et à prendre des décisions réfléchies montre une maîtrise intérieure qui inspire les autres. Cette même dynamique peut se retrouver dans n'importe quelle situation de crise, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. La personne avec une forte présence est celle qui reste ancrée et qui, de ce fait, devient un repère pour les autres. Le langage corporel joue un rôle central dans cette équation. Beaucoup de nos communications sont non verbales, et la manière dont nous nous tenons, marchons et regardons les autres envoie des signaux clairs. Une posture droite mais détendue montre que vous êtes confiant, sans pour autant être sur la défensive. Si vous vous tenez avec les épaules voûtées, le regard fuyant ou les bras croisés, vous envoyez un message de repli ou de manque de confiance. À l'inverse, une posture ouverte et accueillante indique que vous êtes sûr de vous et prêt à interagir de manière positive. L'exemple des grands leaders historiques est aussi révélateur. Prenons par exemple Nelson Mandela. Bien que son parcours soit rempli de défis, son calme intérieur et sa force tranquille ont toujours imposé le respect. Lorsque Mandela entrait dans une pièce, il n'avait pas besoin de lever la voix pour se faire entendre. Son histoire, sa posture et son attitude faisaient de lui une figure de leadership. Il incarnait ses valeurs, et c'est cette authenticité qui résonnait chez ceux qui l'entouraient. Cela montre que la force d'une présence réside souvent dans le silence, dans cette capacité à être pleinement soi-même sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Un autre aspect de cette compétence est la capacité à être en phase avec ses émotions. Ceux qui dégagent une forte présence ne refoulent pas leurs émotions, mais ils les contrôlent. Ils sont capables de ressentir sans être submergés. Cela se traduit par une maîtrise de soi qui se voit de l'extérieur. En étant ancrés dans leurs émotions, ces individus n'ont pas besoin de réagir impulsivement ou de manière excessive. Au contraire, ils répondent de manière mesurée et réfléchie, ce qui contribue à renforcer leur présence. Développer une présence forte demande également de travailler sur votre relation avec le monde extérieur. Cela signifie être conscient de la manière dont vous interagissez avec les autres, mais aussi avec vous-même. Cultiver une forte présence implique de rester attentif à votre environnement, aux personnes qui vous entourent et à la manière dont vous êtes perçu. L'attention aux détails, comme un sourire authentique ou un mot de reconnaissance, peut grandement renforcer la perception que les autres ont de vous. Enfin, il est important de noter que la vraie force de présence ne réside pas dans l'imposition de soi, mais dans la capacité à inspirer. Ceux qui ont une forte présence ne cherchent pas à dominer les autres, mais à les élever. Ils encouragent, soutiennent et inspirent confiance. Ils sont comme des phares dans la nuit, guidant les autres sans jamais les forcer à suivre un chemin particulier. C'est cette capacité à être une source de calme, de confiance et d'inspiration qui fait d'eux des leaders naturels, même sans jamais avoir à élever la voix. En conclusion, avoir une présence forte est une compétence qui se développe au fil du temps, grâce à une série de petites habitudes cohérentes avec une confiance intérieure solide. Cela ne nécessite pas de grands gestes ni de paroles fortes, mais plutôt une authenticité profonde, un alignement entre vos actions et vos convictions, et une attention minutieuse à la manière dont vous interagissez avec les autres. C'est cette cohérence, cette sérénité, qui vous permettra d'être perçu comme quelqu'un sur qui l'on peut compter, quelqu'un qui inspire naturellement respect et admiration. Compétence 3. Penser de manière critique. La pensée critique est l'une des compétences les plus puissantes que l'on puisse développer dans un monde saturé d'opinions, de désinformation et de croyances ancrées. Il ne s'agit pas simplement d'analyser des informations en surface, mais de remettre en question les vérités apparentes et d'évaluer les différentes perspectives qui existent autour d'un problème. La pensée critique demande de sortir des sentiers battus, d'interroger ce que l'on tient pour acquis, et d'aller au-delà des idées populaires pour découvrir ce qui se cache derrière. C'est la capacité à penser de manière indépendante, à résister à la pression du conformisme et à explorer des vérités complexes plutôt que de se contenter de réponses faciles. Dans le monde moderne, où les informations affluent de toutes parts, des médias sociaux,
des plateformes d'information en continu, des conversations avec nos pairs, il est extrêmement facile de se laisser entraîner par les opinions majoritaires. Pourtant, penser de manière critique consiste précisément à ne pas accepter tout ce qui vous est présenté comme une vérité absolue. Il s'agit d'acquérir une forme de curiosité intellectuelle qui vous pousse à explorer les différents aspects d'un problème, à examiner les preuves sous-jacentes et à poser des questions plutôt que de simplement adopter des croyances ou des opinions sans réflexion. Prenons un exemple dans le monde professionnel. Imaginez que votre entreprise propose une nouvelle stratégie et tout le monde semble d'accord. Il est naturel de penser que si tout le monde est aligné, c'est parce que la stratégie est la bonne. Mais un penseur critique ira plus loin. Pourquoi cette stratégie semble-t-elle fonctionner? Quels en sont les points faibles? Y a-t-il des alternatives qui n'ont pas été envisagées? Plutôt que d'accepter l'idée simplement parce qu'elle est majoritairement approuvée, la pensée critique vous pousse à explorer les avantages et les inconvénients de chaque approche. Cela ne signifie pas remettre en cause tout ce que vous entendez ou douter de tout, mais plutôt examiner attentivement avant de prendre une décision. Ce qui distingue véritablement la pensée critique, c'est la rigueur intellectuelle qu'elle exige. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une opinion différente ou de chercher à contredire. Il s'agit de décortiquer les informations, de les analyser avec soin et de les évaluer avec logique et objectivité. Cela nécessite une certaine discipline mentale, car il est souvent plus facile de suivre le consensus général que de remettre en question ce qui semble évident. Cependant, le vrai pouvoir de la pensée critique réside dans cette capacité à distinguer les faits des opinions, à reconnaître les biais cognitifs et à éviter les pièges de la pensée rapide ou émotionnelle. Il est également important de comprendre que la pensée critique ne se limite pas à une analyse intellectuelle. C'est une compétence que l'on applique dans tous les aspects de la vie. Que ce soit dans vos relations personnelles, votre travail, ou même dans vos choix de consommation, la pensée critique vous permet de prendre du recul et d'évaluer les situations avec un regard plus clair. Par exemple, dans une relation personnelle, au lieu de réagir instantanément à une critique ou un désaccord, un penseur critique prendra le temps d'analyser pourquoi cette critique a été formulée. Il cherchera à comprendre l'autre point de vue avant de répondre, ce qui permet d'avoir des conversations plus riches et d'éviter les malentendus. La curiosité est au cœur de la pensée critique. Si vous ne développez pas une soif d'apprendre et une volonté de remettre en question vos propres croyances, vous risquez de rester enfermé dans une bulle intellectuelle. La curiosité intellectuelle est ce qui vous pousse à vous poser des questions que d'autres n'oseraient peut-être pas poser, à explorer des idées qui peuvent être inconfortables et à toujours chercher la vérité, même si elle va à l'encontre de ce que vous pensiez savoir. Cela demande également d'être ouvert à l'idée que vous pouvez vous tromper, et que changer d'avis est parfois le signe d'une pensée critique bien développée. Prenons un exemple dans le domaine de la santé. Il n'est pas rare de rencontrer des discussions autour de régimes alimentaires, de méthodes d'entraînement ou de remèdes naturels. Beaucoup de gens adoptent ces idées simplement parce qu'elles sont populaires ou parce qu'elles promettent des résultats rapides. Mais un penseur critique prendra le temps d'examiner les preuves scientifiques derrière ces affirmations. Il cherchera à comprendre les études, à comparer les différentes approches et à remettre en question les recommandations superficielles. En fin de compte, cette démarche permet de prendre des décisions plus éclairées, basées sur des faits plutôt que sur des tendances ou des croyances populaires. Dans le cadre du travail, la pensée critique est indispensable pour résoudre des problèmes complexes. Imaginons que vous soyez confronté à un défi professionnel où plusieurs options s'offrent à vous. Plutôt que de suivre la solution la plus évidente ou celle qui est soutenue par la majorité, un penseur critique évaluera chaque option de manière approfondie. Il prendra en compte les différentes perspectives, analysera les impacts à long terme et cherchera à identifier les biais qui pourraient influencer sa prise de décision. C'est cette capacité à rester impartial tout en considérant les informations sous divers angles qui permet de prendre des décisions éclairées, même dans des situations complexes. L'un des obstacles à la pensée critique est le biais de confirmation. La pensée critique nous invite à faire exactement le contraire.
cherchez activement des preuves qui remettent en question nos hypothèses, explorez des points de vue opposés et confrontez nos idées à des perspectives différentes. Cela demande une grande humilité, car cela signifie accepter que nous pouvons être dans l'erreur. Mais c'est précisément cette ouverture d'esprit qui nous permet de grandir intellectuellement et d'améliorer notre prise de décision. Un autre aspect essentiel de la pensée critique est la capacité à reconnaître les arguments fallacieux. Que ce soit dans une discussion avec des amis, un débat politique ou une présentation professionnelle, il est fréquent de rencontrer des arguments qui semblent logiques à première vue, mais qui sont en réalité fondés sur des raisonnements erronés ou manipulés. Un penseur critique apprend à repérer ses failles logiques, à remettre en question les sources d'informations et à demander des preuves tangibles avant d'accepter un argument comme valide. Cela ne signifie pas être constamment sceptique ou cynique, mais plutôt de garder une approche rigoureuse face aux informations que nous recevons. La pensée critique enrichit également vos conversations. Plutôt que de simplement réagir émotionnellement ou de chercher à défendre votre position, elle vous permet de poser les bonnes questions, d'explorer des idées nouvelles et de favoriser un dialogue plus profond. En posant des questions pertinentes, en explorant les différentes facettes d'un problème, vous devenez non seulement un interlocuteur plus intéressant, mais vous permettez également aux autres d'approfondir leurs réflexions. Cela crée des conversations plus constructives et des relations plus enrichissantes. Il est aussi important de comprendre que la pensée critique ne signifie pas être indécis ou de ne jamais prendre position. Il s'agit plutôt de s'assurer que vos décisions sont basées sur une analyse complète et rigoureuse des faits, et non sur des impulsions ou des idées superficielles. En cultivant cette compétence, vous devenez plus confiant dans vos choix, car vous savez que vous avez exploré toutes les options et que votre décision est fondée sur une réflexion approfondie. En conclusion, la pensée critique est une compétence essentielle qui nous permet de naviguer dans un monde complexe et souvent ambigu. Elle nous aide à prendre des décisions plus éclairées, à enrichir nos conversations et à mieux comprendre les vérités complexes qui nous entourent. Elle exige curiosité, rigueur et ouverture d'esprit, mais elle nous offre en retour la capacité de penser de manière indépendante, de dépasser les opinions populaires et de prendre le contrôle de notre propre réflexion. Cultiver cette compétence est un chemin vers une meilleure compréhension de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Compétence 4. Gérer ses finances. La gestion des finances personnelles est l'une des compétences les plus essentielles et pourtant, elle est souvent négligée par la majorité d'entre nous. Bien plus que simplement avoir un bon salaire ou réduire ses dépenses, savoir gérer ses finances de manière stratégique est la clé pour atteindre une véritable sécurité et indépendance financière. Cette compétence ne se limite pas à la simple gestion de l'argent au quotidien. Elle implique également de savoir comment économiser, investir et planifier à long terme pour que votre argent travaille pour vous, plutôt que vous travailliez constamment pour l'argent. Trop souvent, les gens avancent dans la vie sans une véritable compréhension de la gestion financière, et cela peut avoir des conséquences à long terme. Ils peuvent gagner un bon salaire, mais en fin de mois, ils se retrouvent à court d'argent, se demandant où est passé leur revenu. La réalité, c'est que gagner de l'argent ne suffit pas. Si vous ne savez pas gérer ce que vous gagnez, vous pourriez vous retrouver coincé dans une spirale de dépenses inutiles, d'endettement et de stress financier. La clé pour échapper à cela réside dans la planification, l'investissement et la gestion stratégique de vos ressources. L'un des premiers principes de la gestion des finances est l'épargne. Épargner n'est pas simplement mettre de l'argent de côté pour des vacances ou un achat important. Il s'agit de développer une habitude qui vous permet de construire une sécurité financière sur le long terme. Un bon moyen de commencer est de suivre la règle bien connue des 10%. Cette règle recommande d'épargner au moins 10% de votre revenu chaque mois, avant même de commencer à payer vos dépenses. Cela crée une discipline financière et vous aide à constituer un coussin de sécurité qui vous protégera contre les imprévus. Avoir de l'argent en réserve n'est pas seulement rassurant, c'est un facteur de sérénité qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées et moins impulsives. Prenons un exemple concret. Vous avez un salaire confortable, mais chaque mois,
vous trouvez toujours une excuse pour ne pas économiser. Une nouvelle paire de chaussures, un dîner au restaurant ou des gadgets dont vous n'avez pas vraiment besoin. Si vous aviez simplement épargné une partie de cet argent dès le début, vous auriez pu investir intelligemment ou être mieux préparé à faire face à des dépenses inattendues, comme des réparations de voitures ou des factures médicales. Ce qui commence par de petites sommes accumulées mois après mois peut devenir une base solide pour l'avenir. Cependant, épargner ne suffit pas. Si vous voulez vraiment que votre argent travaille pour vous, vous devez apprendre à l'investir. L'investissement est une compétence qui effraie parfois, car il est souvent perçu comme risqué. Pourtant, lorsqu'il est fait intelligemment, l'investissement est l'une des meilleures façons de faire croître votre argent. Il existe plusieurs véhicules d'investissement, chacun avec ses propres avantages et inconvénients, et il est crucial de comprendre ceux qui conviennent le mieux à vos objectifs financiers. Prenons l'exemple des actions. Investir en bourse peut sembler risqué pour certains, mais avec une éducation adéquate et une stratégie à long terme, cela peut être extrêmement lucratif. Lorsque vous investissez dans des actions, vous devenez propriétaire d'une petite partie d'une entreprise, et à mesure que cette entreprise grandit, vos actions prennent de la valeur. À long terme, la bourse a historiquement produit des rendements solides, bien supérieurs à ceux des comptes d'épargne classiques. Mais il est important de se rappeler que l'investissement en actions doit être fait avec prudence et stratégie. Par exemple, investir dans un fonds indiciel qui regroupe plusieurs actions différentes permet de diversifier vos investissements et de réduire le risque global. Ce type de diversification vous protège contre la volatilité de certains marchés, car si une entreprise échoue, d'autres dans le fonds pourraient compenser les pertes. Outre les actions, l'immobilier est un autre pilier important de la gestion financière. Investir dans l'immobilier est une méthode éprouvée pour créer de la richesse à long terme. Que ce soit en achetant une maison pour y vivre ou en investissant dans des biens locatifs, l'immobilier peut générer des revenus passifs tout en augmentant de valeur avec le temps. Imaginez, par exemple, que vous achetiez une petite maison que vous mettez en location. Non seulement le loyer que vous percevez vous aide à rembourser votre prêt immobilier, mais à long terme, la valeur de la propriété peut augmenter, vous offrant ainsi un capital significatif lorsque vous déciderez de vendre. C'est un moyen efficace de créer de la richesse durable tout en diversifiant vos sources de revenus. Mais il ne suffit pas de placer son argent dans des actions ou l'immobilier. Pour véritablement maximiser vos finances, vous devez planifier intelligemment. Cela signifie comprendre l'impact des intérêts composés. Cette force incroyable qui permet à votre argent de croître de manière exponentielle au fil du temps. Les intérêts composés fonctionnent en faisant croître non seulement votre investissement initial, mais aussi les intérêts générés par cet investissement. Ainsi, plus tôt vous commencez à investir, plus vous permettez à vos finances de croître de manière exponentielle. Prenons un exemple. Si vous investissez 1 000 € à 8% d'intérêt par an, en l'espace de 30 ans, vous n'aurez pas seulement gagné 2 400 €, 8% de 1 000 € pendant 30 ans, mais vos gains se composeront, et votre investissement pourrait atteindre près de 10 000 € sans que vous ayez besoin de faire d'efforts supplémentaires. L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de gens en matière de gestion financière est de négliger l'éducation. Nous sommes souvent laissés dans l'ignorance par rapport aux questions financières. Les systèmes éducatifs traditionnels mettent rarement l'accent sur la gestion des finances personnelles. Et c'est souvent dans la vie adulte que nous devons apprendre par nous-mêmes. C'est pourquoi il est essentiel de vous éduquer financièrement. Suivre des cours, lire des livres ou même consulter des conseillers financiers peut vous permettre d'éviter les pièges courants comme l'endettement excessif ou les mauvais investissements. Plus vous vous informez tôt, plus vous avez de chances d'éviter des erreurs coûteuses qui peuvent freiner vos progrès financiers. L'un des aspects les plus importants d'une bonne gestion financière est de se prémunir contre l'endettement excessif. La dette peut rapidement devenir un fardeau qui vous empêche de réaliser vos objectifs financiers. Bien que certaines formes de dette, comme un prêt immobilier, puissent être considérées comme des investissements, d'autres, comme la dette de carte de crédit à taux d'intérêt élevé, peuvent détruire vos finances. Si vous êtes endetté,
Il est crucial de mettre en place une stratégie pour rembourser vos dettes le plus rapidement possible, tout en évitant de retomber dans ce cycle. Enfin, une gestion financière efficace est non seulement importante pour vivre sereinement aujourd'hui, mais aussi pour vous assurer un avenir stable. La retraite, par exemple, est un aspect souvent négligé par les jeunes. Il est facile de penser qu'il est trop tôt pour commencer à épargner pour la retraite, mais en réalité, plus vous commencez tôt, plus vous serez à l'aise plus tard. Une bonne gestion financière aujourd'hui permet de vivre non seulement dans le confort maintenant, mais aussi dans l'indépendance et la sécurité à l'avenir. En conclusion, la gestion des finances personnelles est une compétence qui demande de la discipline, de l'éducation et une stratégie à long terme. Il ne suffit pas de gagner de l'argent, il faut savoir le gérer, l'épargner et l'investir intelligemment. En vous éduquant financièrement, en évitant l'endettement excessif et en prenant des décisions d'investissement réfléchies, vous pouvez non seulement vivre sereinement aujourd'hui, mais aussi bâtir un avenir solide pour vous et vos proches. C'est une compétence essentielle pour quiconque cherche à atteindre l'indépendance financière et la sécurité à long terme. Compétence 5. Savoir se défendre. Savoir se défendre est une compétence qui va bien au-delà de la simple force physique. Bien que la force soit souvent associée à l'autodéfense, elle n'est qu'une petite partie de l'équation. La véritable défense personnelle repose avant tout sur la préparation mentale, la capacité à évaluer les risques et à prendre des décisions rapides et éclairées dans des situations stressantes. Dans le monde moderne, où la sécurité peut parfois être incertaine, il est essentiel de développer non seulement la force physique, mais surtout la maîtrise de soi et la capacité à réagir avec calme et intelligence en cas de danger. La société actuelle, malgré les progrès technologiques et les infrastructures de sécurité, présente encore de nombreuses situations où l'on peut se sentir menacé ou en danger. Qu'il s'agisse d'une altercation dans la rue, d'une menace à la maison, ou même d'une situation de crise publique, savoir se défendre ne signifie pas nécessairement combattre physiquement, mais plutôt agir de manière stratégique. Cela commence par la prise de conscience. Vous devez être capable de reconnaître rapidement une situation potentiellement dangereuse et de comprendre comment réagir de manière efficace et appropriée. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de marcher tard le soir dans une rue peu éclairée. Vous entendez des bruits de pas derrière vous, et votre instinct vous dit qu'il pourrait y avoir un danger. Une personne non préparée pourrait ignorer ces signaux, espérant que rien de grave ne se produira. Mais une personne qui a développé un sens aigu de la préparation mentale saura reconnaître ces signes d'alerte et ajuster son comportement. Vous pourriez changer de direction, vous rapprocher d'un endroit plus sûr ou même vous préparer à réagir en cas de confrontation. L'anticipation est une composante clé de l'autodéfense. Savoir évaluer une situation avant qu'elle ne dégénère est souvent ce qui fait la différence entre rester en sécurité et se retrouver dans une situation difficile. La préparation mentale implique également de savoir gérer ses émotions dans des moments de tension extrême. Lorsqu'une situation de danger se présente, il est naturel de ressentir de la peur, de l'anxiété ou même de l'adrénaline. Mais ceux qui savent se défendre ont appris à canaliser ces émotions pour réagir avec clarté. La panique, bien que compréhensible, peut conduire à des erreurs ou à des réactions irréfléchies. La véritable force d'un individu réside dans sa capacité à garder son sang-froid, à analyser rapidement les circonstances et à prendre une décision éclairée. Imaginez une autre situation. Vous êtes dans un restaurant avec un ami, et une dispute éclate à une table voisine. La situation pourrait rapidement dégénérer en conflit physique. Une personne bien préparée sur le plan mental saura évaluer la scène. Dois-je m'éloigner discrètement? Dois-je intervenir? Est-ce que je peux désamorcer la situation par des mots? Ce type de réflexion rapide et stratégique est au cœur de l'autodéfense. Il ne s'agit pas seulement d'être capable de se battre, mais plutôt de prévenir le combat autant que possible. L'une des idées fausses les plus répandues sur l'autodéfense est qu'il faut être agressif ou se préparer à combattre. En réalité, la meilleure défense est souvent l'évitement des conflits.
Cela ne signifie pas fuir ou être faible, mais plutôt reconnaître que l'escalade d'une situation n'est jamais dans votre intérêt. Parfois, prendre du recul, s'excuser même si vous n'êtes pas en tort, ou simplement quitter les lieux est la manière la plus intelligente de se défendre. Le stoïcisme nous enseigne d'ailleurs l'importance de ne pas laisser notre ego nous guider dans des situations de tension. Le vrai courage, selon les stoïciens, ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à répondre calmement aux provocations. Prenons l'exemple d'une altercation verbale dans la rue. Un inconnu vous insulte sans raison. Votre instinct pourrait vous pousser à réagir avec colère, à riposter verbalement ou physiquement. Mais une personne entraînée à se défendre, non seulement physiquement mais aussi mentalement, c'est que répondre à la provocation ne fait que nourrir le conflit. Dans ce genre de situation, la meilleure réponse peut être de rester calme, de détourner le regard et de continuer son chemin. En ne donnant pas d'importance à la provocation, vous désamorcez le conflit avant même qu'il ne commence. Savoir se défendre implique également de protéger les autres, pas seulement soi-même. Imaginez être dans une situation où la sécurité d'un être cher est menacée. Peut-être que vous êtes en famille et qu'un individu agressif s'approche de vous. La pression émotionnelle est ici encore plus intense, car vous ne pensez pas seulement à votre propre sécurité, mais aussi à celle de ceux qui vous sont chers. C'est ici que la préparation mentale est cruciale. Vous devez évaluer la situation rapidement, sans laisser la peur ou l'adrénaline vous submerger. Votre capacité à réagir rapidement et intelligemment peut faire toute la différence. Dans ce genre de contexte, la question n'est pas toujours de savoir si vous pouvez physiquement neutraliser un agresseur. Bien sûr, il est important d'avoir des compétences physiques de base, comme savoir bloquer un coup ou s'extraire d'une prise. Mais la plupart du temps, c'est votre capacité à rester calme et à utiliser vos compétences mentales qui vous permettra de protéger efficacement les autres. Peut-être qu'il s'agit d'éloigner votre famille discrètement ou d'attirer l'attention d'un tiers pour éviter l'escalade de la violence. Un autre aspect souvent négligé dans l'autodéfense est l'entraînement à la prise de décision rapide. Quand une menace survient, il n'y a souvent que quelques secondes pour évaluer la situation et réagir. Cela exige un esprit affûté, capable de rester clair dans le chaos. Cette compétence peut être développée par la répétition et l'entraînement. De nombreux experts en autodéfense recommandent des exercices de visualisation où vous imaginez des scénarios potentiels de danger et vous vous entraînez mentalement à y répondre. Ce type de pratique, bien qu'il ne remplace pas une formation physique, renforce votre capacité à prendre des décisions éclairées sous pression. Prenons un exemple plus courant, un accident de voiture mineur dans un embouteillage. Le conducteur derrière vous descend de son véhicule, visiblement en colère. Vous avez quelques secondes pour décider comment réagir. Allez-vous répondre à son agressivité ou allez-vous rester calme et chercher une solution pacifique? Si vous avez pratiqué la gestion du stress et la prise de décision rapide, vous serez mieux équipé pour désamorcer cette situation avant qu'elle ne dégénère. C'est cette combinaison de réflexion rapide et de maîtrise émotionnelle qui fait toute la différence dans la gestion des conflits. La force physique, bien sûr, a aussi son importance. Il est utile de connaître des bases d'autodéfense physique, que ce soit via des cours de self-défense, d'arts martiaux ou d'autres disciplines similaires. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un expert en arts martiaux, mais connaître quelques techniques simples pour vous dégager d'une situation dangereuse peut vous sauver la vie. Ces compétences doivent toujours être utilisées de manière éthique et responsable, en sachant que l'objectif n'est pas de faire du mal, mais de protéger. Pour conclure, savoir se défendre est une compétence qui demande un équilibre entre la préparation mentale et la force physique. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir se battre, mais surtout de savoir éviter les conflits, de rester calme sous pression et de prendre des décisions rapides et réfléchies. Dans une société où la sécurité peut parfois sembler incertaine, avoir confiance en votre capacité à vous défendre vous donne une force intérieure inestimable. En cultivant cette compétence,
vous ne protégez pas seulement votre propre bien-être, mais aussi celui de vos proches. Vous devenez une force de calme et de sécurité, capable de naviguer même dans les situations les plus tendues avec maîtrise et assurance. Compétence 6. Gérer le stress. La gestion du stress est une compétence fondamentale pour maintenir un équilibre entre bien-être et réussite. Dans le monde moderne, où les exigences de la vie professionnelle, personnelle et sociale s'entremêlent sans cesse, le stress est devenu un compagnon constant pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, il ne s'agit pas de chercher à éliminer complètement le stress de nos vies, car cela est non seulement impossible, mais aussi inutile. Le stress, lorsqu'il est bien géré, peut devenir un outil puissant pour nous motiver et nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. La clé réside dans la manière dont nous choisissons de le gérer et de l'utiliser à notre avantage, plutôt que de nous laisser submerger par lui. Le premier élément crucial à comprendre est que le stress fait partie intégrante de la vie. Que vous soyez confronté à des échéances professionnelles serrées, à des obligations familiales ou à des imprévus financiers, le stress est inévitable. Cependant, tous les stress ne sont pas égaux. Il y a le stress chronique, qui s'installe lorsque les pressions sont constantes et que l'on ne prend pas le temps de s'en libérer, et le stress ponctuel, qui peut surgir lors d'un moment de crise ou d'un défi spécifique. Si le stress chronique est néfaste pour la santé physique et mentale, le stress ponctuel, lui, peut parfois être un moteur de performance lorsqu'il est bien géré. Le véritable enjeu n'est donc pas de chercher à éviter le stress, mais plutôt d'apprendre à le maîtriser et à le canaliser. Un des facteurs sous-jacents au stress est souvent le manque d'organisation. Beaucoup de personnes se retrouvent submergées non parce qu'elles ont trop de choses à faire, mais parce qu'elles ne savent pas comment gérer efficacement leur temps et leurs priorités. La procrastination, par exemple, est un facteur majeur de stress. Lorsque l'on repousse constamment les tâches, celles-ci finissent par s'accumuler, créant une pression grandissante. Imaginez que vous ayez une présentation importante à préparer pour votre travail, mais que vous passiez votre temps à faire autre chose. À mesure que l'échéance approche, le stress monte et vous vous retrouvez à travailler sous une pression intense. Ce stress aurait pu être évité si vous aviez commencé à vous organiser plus tôt. La première étape pour mieux gérer le stress est donc d'améliorer votre organisation. Cela peut sembler évident, mais l'une des techniques les plus efficaces est de planifier votre journée à l'avance. Avoir une routine quotidienne vous aide à structurer votre temps et à rester concentré sur ce qui est important. Cela peut inclure des choses aussi simples que dresser une liste de tâches chaque matin ou prendre 15 minutes chaque soir pour organiser votre emploi du temps du lendemain. Une telle routine permet non seulement de mieux gérer vos obligations, mais aussi de libérer votre esprit du poids constant de devoir vous rappeler ce que vous devez faire. La planification proactive aide à réduire l'incertitude et par conséquent, à diminuer le stress. Un autre élément clé dans la gestion du stress est de savoir fixer des priorités claires. Beaucoup de personnes se sentent stressées parce qu'elles essaient de tout faire en même temps. Dans un monde où nous sommes sans cesse sollicités par des notifications, des emails et des demandes extérieures, il est facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Prenons l'exemple d'une personne qui jongle entre un travail exigeant, des engagements familiaux et des projets personnels. Si cette personne ne sait pas hiérarchiser ses tâches, elle finira par se sentir épuisée et débordée. Il est donc essentiel de prendre un moment pour identifier les tâches qui méritent votre attention immédiate et celles qui peuvent être déléguées ou reportées. En parlant de priorité, il est tout aussi important d'apprendre à dire non. Dire non n'est souvent perçu comme égoïste ou insensible, mais en réalité, c'est un acte de respect envers soi-même. Si vous acceptez toutes les demandes qui vous sont faites, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle, vous finirez par vous surcharger, et cela créera un stress inutile. Apprendre à dire non, sans culpabiliser, est un outil puissant pour préserver votre équilibre mental. Cela ne signifie pas que vous devez refuser toutes les sollicitations, mais il est crucial de savoir définir vos limites et de protéger votre espace personnel. La gestion du stress passe aussi par la création d'un équilibre entre travail et détente. Trop souvent,
dans notre quête de productivité, nous négligeons l'importance du repos. Mais le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si vous ne prenez pas le temps de recharger vos batteries, vous finirez par atteindre un point de saturation où vous ne serez plus capable de bien fonctionner, ce qui accroîtra encore plus votre niveau de stress. Prenons l'exemple des grands sportifs. Ils savent que pour maintenir leur performance, ils doivent non seulement s'entraîner, mais aussi se reposer. De la même manière, dans la vie quotidienne, il est crucial de trouver du temps pour vous, que ce soit à travers des moments de calme, des activités que vous aimez, ou simplement en vous déconnectant des écrans. L'une des méthodes les plus efficaces pour gérer le stress au quotidien est de mettre en place des routines de relaxation. Cela peut inclure des pratiques telles que la méditation, la respiration profonde ou même des exercices physiques réguliers. La méditation est une technique de plus en plus populaire pour réduire le stress. Elle vous aide à recentrer votre esprit et à vous concentrer sur le moment présent, plutôt que de vous laisser submerger par les soucis du futur ou les regrets du passé. De même, la respiration profonde est un outil simple mais extrêmement puissant pour calmer votre système nerveux et apaiser votre esprit dans les moments de tension. Prenons l'exemple d'une situation courante. Vous êtes en retard pour une réunion importante, coincé dans la circulation. Votre cœur bat plus vite et le stress monte. Une technique aussi simple que prendre de grandes inspirations profondes peut vous aider à garder votre sang-froid et à ne pas laisser le stress prendre le contrôle de vos actions. En vous entraînant à utiliser ces techniques de relaxation dans les moments de tension, vous développez une résilience émotionnelle qui vous aide à mieux faire face aux pressions de la vie quotidienne. Une autre méthode efficace pour gérer le stress consiste à intégrer des pauses régulières dans votre emploi du temps. Plutôt que de travailler sans interruption pendant des heures, prenez des moments pour vous détendre, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ces micro-pauses permettent à votre cerveau de se reposer et d'éviter la surcharge cognitive. Elles augmentent également votre productivité, car elles vous aident à vous recentrer et à revenir à vos tâches avec un esprit plus clair et plus détendu. Enfin, il est essentiel de comprendre que vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous réagissez au stress. Le stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais la manière dont ils les perçoivent. » Cela signifie que, bien que vous ne puissiez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler votre réponse. Le stress en lui-même n'est pas forcément négatif. Ce qui compte, c'est la manière dont vous le gérez. En adoptant une attitude proactive face au stress, vous pouvez transformer cette énergie en un moteur de motivation, plutôt que de vous laisser paralyser par elle. En conclusion, la gestion du stress est une compétence essentielle qui demande de l'organisation, de la discipline et une bonne dose de bienveillance envers soi-même. En apprenant à mieux gérer votre temps, à fixer des priorités claires et à intégrer des techniques de relaxation dans votre quotidien, vous pouvez réduire considérablement l'impact du stress sur votre vie. N'oubliez pas que, bien que le stress soit inévitable, vous avez toujours le choix de la manière dont vous réagissez face à lui. Transformez-le en une force motivante, et vous verrez que, loin d'être un obstacle, il peut devenir un allié puissant pour atteindre vos objectifs et vivre une vie plus équilibrée et épanouie. Compétence 7. Être résilient. La résilience est peut-être l'une des compétences les plus essentielles et les plus puissantes que l'on puisse cultiver dans la vie. Face aux épreuves, aux échecs et aux imprévus, la résilience est ce qui détermine si l'on se laisse abattre ou si l'on se relève, plus fort et plus sage. C'est cette capacité à se relever après une chute, à analyser les erreurs et à transformer les obstacles en opportunités de croissance. Être résilient, c'est refuser d'abandonner même lorsque tout semble aller contre vous. Mais plus encore, c'est savoir apprendre de chaque épreuve pour en sortir grandi. La résilience ne signifie pas l'absence de difficultés ou de souffrances. Au contraire, elle est souvent née dans les moments les plus sombres. Lorsque tout va bien, nous avons rarement l'occasion de véritablement évaluer notre force intérieure. C'est dans l'adversité que la résilience se forge, lorsque les épreuves de la vie nous obligent à faire face et à chercher des solutions là où il semble n'y en avoir aucune.
La résilience ne consiste pas seulement à survivre à ces épreuves, mais à en sortir avec un esprit plus fort, un cœur plus déterminé et une perspective élargie sur ce qui est possible. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui échoue dans son premier projet. C'est un scénario courant dans le monde des affaires. Il a investi du temps, des ressources et probablement une part importante de lui-même dans ce projet. Mais pour une raison ou une autre, cela n'a pas fonctionné. Beaucoup dans cette situation se sentiraient démoralisés, perdus et envisageraient d'abandonner. Mais ceux qui possèdent la résilience voient cet échec comme une opportunité d'apprentissage. Plutôt que de sombrer dans la défaite, ils se demandent « Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment puis-je m'améliorer ?» Cette réflexion devient alors une force motrice pour les projets futurs. Ils ajustent leur stratégie, corrigent les erreurs et essaient à nouveau, avec plus d'expérience et une perspective plus claire. Le célèbre inventeur Thomas Edison est un parfait exemple de résilience. Avant de réussir à inventer l'ampoule, Edison a échoué des centaines, voire des milliers de fois. Mais au lieu de se concentrer sur ses échecs, il les voyait comme des étapes vers le succès. Lorsqu'on lui demandait s'il n'était pas découragé par tant d'échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas fabriquer une ampoule. » Cette mentalité montre que la résilience repose sur la capacité à changer de perspective. Ce qui pourrait être perçu comme un échec est, en réalité, un enseignement précieux, un tremplin vers la réussite. La résilience, c'est aussi une question de mentalité de croissance. Ceux qui sont résilients comprennent que leurs compétences, leurs connaissances et même leur intelligence ne sont pas figées. Tout peut être développé à travers l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Cette approche permet de voir les défis non pas comme des murs infranchissables, mais comme des opportunités de développement personnel. Lorsqu'une difficulté survient, la personne résiliente ne se dit pas « je ne peux pas y arriver ». Elle se dit plutôt « je ne peux pas encore y arriver, mais je vais apprendre, m'entraîner et je finirai par réussir ». Cette foi en la capacité de progresser est ce qui permet de continuer à avancer, même après des échecs répétés. L'une des clés de la résilience est de reconnaître et accepter les émotions associées à l'échec ou à l'adversité. Il est naturel de se sentir déçu, en colère ou triste après une chute. La résilience ne consiste pas à ignorer ces émotions ou à prétendre qu'elles n'existent pas, mais à les affronter avec honnêteté et à les utiliser comme un carburant pour avancer. Par exemple, après un échec professionnel, il est normal de ressentir de la frustration ou de l'amertume. Cependant, la personne résiliente prendra le temps de comprendre ses émotions et de les canaliser vers des actions constructives. Elle se demandera « Qu'est-ce que cette frustration me dit ? Où puis-je m'améliorer ? Comment puis-je éviter de refaire la même erreur ?» En traitant ces émotions non comme des freins, mais comme des indicateurs, elle les transforme en leviers de croissance. Dans un contexte plus personnel, imaginez une personne qui traverse une rupture amoureuse difficile. La douleur peut être écrasante, et il serait facile de se laisser emporter par le chagrin et de perdre espoir en l'avenir. Cependant, la résilience implique de reconnaître la douleur sans s'y laisser enfermer. Plutôt que de sombrer dans la tristesse, une personne résiliente cherchera à tirer des leçons de cette expérience. Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi-même ? Quelles sont les erreurs que je peux éviter à l'avenir ? Comment puis-je utiliser cette période difficile pour me reconstruire ? En prenant le temps de réfléchir et d'intégrer ces enseignements, elle se prépare à l'avenir avec plus de force et de sagesse. Un autre aspect fondamental de la résilience est la persévérance. La route vers le succès, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle ou même spirituelle, est rarement linéaire. Elle est semée d'embûches, de revers et d'imprévus. La personne résiliente sait que le chemin sera parfois difficile, mais elle continue malgré tout. Elle comprend que chaque obstacle surmonté la rapproche de son objectif final. La persévérance est donc la capacité à continuer d'avancer,
même quand le chemin est parsemé de difficultés. La résilience, c'est de savoir que le prochain essai pourrait être celui qui mènera au succès, et de continuer à essayer malgré tout. Un point souvent négligé dans la résilience est le réseau de soutien. Avoir des personnes autour de vous, que ce soit des amis, de la famille ou des mentors, peut jouer un rôle crucial dans votre capacité à rebondir après un échec. Personne ne traverse les épreuves seul, et il est essentiel de pouvoir s'appuyer sur des personnes qui croient en vous, même lorsque vous doutez de vous-même. Ces individus peuvent vous offrir des perspectives nouvelles, vous encourager à continuer et vous rappeler votre propre force lorsque vous vous sentez à bout. La résilience ne consiste pas seulement à compter sur soi-même, mais à savoir demander de l'aide quand cela est nécessaire, et à être suffisamment humble pour accepter cette aide. La résilience n'est pas non plus figée. Elle se développe et se renforce avec le temps et l'expérience. Chaque difficulté surmontée, chaque épreuve traversée, contribue à la construction d'une force intérieure plus grande. Ce processus est cumulatif. Plus vous faites face à l'adversité et en sortez grandi, plus vous êtes équipé pour affronter les défis futurs. C'est pourquoi il est important de ne pas craindre les obstacles, mais de les accueillir comme des opportunités d'apprentissage. Chaque fois que vous vous relevez après un échec, vous devenez plus fort, plus résilient et mieux préparé pour l'avenir. Pour conclure, la résilience est une compétence essentielle pour affronter les défis de la vie. Elle ne consiste pas simplement à surmonter les épreuves, mais à les utiliser comme des tremplins pour grandir et évoluer. Que vous soyez un entrepreneur qui échoue dans son premier projet, une personne traversant une période difficile dans sa vie personnelle, ou simplement quelqu'un cherchant à s'améliorer, la résilience vous permet de transformer chaque échec en une opportunité de succès futur. Cultivez cette capacité à vous relever, à apprendre de vos erreurs et à persévérer avec détermination. Car c'est dans l'adversité que nous trouvons souvent la plus grande source de croissance, et c'est en étant résilient que vous découvrirez votre véritable force intérieure. Conclusion. Les 7 compétences essentielles que nous avons explorées tout au long de cette vidéo sont bien plus que de simples savoir-faire à maîtriser. Elles sont des piliers fondamentaux pour vous aider à naviguer dans la complexité de la vie avec confiance, résilience et sérénité. Que vous soyez confronté à des défis personnels, professionnels ou sociaux, ces compétences vous donneront les outils nécessaires pour surmonter les obstacles que la vie vous imposera, tout en vous permettant d'en sortir plus fort et plus sage. La gestion des conflits, par exemple, ne vous aidera pas seulement à éviter les disputes inutiles, mais vous transformera en un véritable leader capable de calmer les tensions et de promouvoir l'harmonie autour de vous. De la même manière, développer une forte présence ne se limite pas à attirer l'attention, mais plutôt à inspirer la confiance et le respect par votre attitude et votre authenticité. Penser de manière critique, quant à elle, vous permettra de ne pas vous laisser emporter par les croyances populaires ou les opinions de surface. Vous deviendrez capable de remettre en question vos propres hypothèses, d'analyser les situations avec plus de profondeur et de prendre des décisions éclairées qui auront un impact positif sur votre vie. En associant cette pensée critique à une gestion financière intelligente, vous ne vous contenterez pas de gérer votre argent, vous ferez en sorte qu'il travaille pour vous, vous assurant ainsi une stabilité et une indépendance financière à long terme. Ce ne sont pas seulement des compétences techniques, ce sont des habitudes de vie qui, une fois cultivées, transforment la manière dont vous interagissez avec le monde. Savoir se défendre ne signifie pas nécessairement maîtriser un art martial, mais plutôt se préparer mentalement et physiquement à affronter toute situation imprévue avec calme et détermination. C'est cette même préparation qui vous permettra de gérer le stress de manière proactive, en évitant l'épuisement et en trouvant un équilibre entre travail et détente. Rappelez-vous que le stress est inévitable, mais la manière dont vous choisissez de le gérer déterminera votre capacité à rester serein et productif, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, la résilience, cette aptitude à rebondir après un échec, est sans doute la compétence la plus précieuse de toutes. Elle vous permettra non seulement de faire face à l'adversité, mais de l'utiliser comme une opportunité de croissance. Chaque défi que vous surmontez vous rend plus fort,
plus déterminés et mieux préparés pour l'avenir. C'est cette combinaison de maîtrise de soi, de réflexion critique, de force intérieure et de résilience qui vous permettra de non seulement survivre aux aléas de la vie, mais aussi d'en sortir transformé et grandi. Si vous voulez continuer à développer ces compétences et à évoluer avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sagesse en Évolution. Ici, nous nous engageons à partager des connaissances et des outils pratiques pour vous accompagner dans votre quête d'évolution personnelle. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis ou vos proches qui pourraient bénéficier de ces conseils. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à évoluer, à grandir et à bâtir des vies plus sages, plus fortes et plus épanouies.